OK. Donc bonjour à tous. Donc je vous remercie de participer à cette session à cette nouvelle masterclass donc organisée par avec The Marketing Group. Donc je vais juste en introduction, donc cette masterclass sera orientée sur la définition de la stratégie de prix. Il sera animé du coup par Romain Labasse qui est consultant chez The Marketing Group. Donc juste avant de commencer, si on peut juste passer sur la première slide. Voilà, donc juste pour rappel, le club des partenaires de Medicine, donc ça regroupe 7 cabinets de conseil qui peuvent vous accompagner sur différents aspects autour de l'innovation, notamment tout ce qui est stratégie et financement de l'innovation, propriété intellectuelle, sur les aspects réglementaires, juridiques, ainsi qu'en ressources humaines. Donc vous avez la liste des membres du club des partenaires en bas de la slide, donc il y a notamment des consultants, le groupe Finaxim, The Marketing Group, Nexialist, Icosa, Strategical et Regimbot. Sur la slide suivante, donc du coup, le club des partenaires en Medicine, donc c'est ces cabinets qui sont partenaires de Medicine pour organiser un certain nombre d'actions. Donc notamment le Scan 360, qui sont des sessions qui permettent d'expertiser des projets, notamment des business plans de start-up, pour vous formuler un certain nombre de recommandations pour construire votre roadmap et souvent aussi pour construire un peu votre pitch avant de chercher à vous adresser à des leveurs de fonds. Tous les membres du club des partenaires vous mettent également à disposition un diagnostic personnalisé, c'est-à-dire en fait une session de diagnostic gratuite qui vous aide à identifier vos besoins avant d'éventuellement décider d'aller plus loin et de poursuivre un partenariat plus approfondi avec ses partenaires. Et enfin, donc, c'est la participation et l'organisation de masterclass, donc la session d'aujourd'hui notamment. J'en profite également pour vous rappeler qu'on a, si vous ne l'avez pas vu, on organise le Medicine Day dans une semaine, donc le 29 septembre, qui est le gros événement annuel de Medicine qui regroupe tous les adhérents. Et vous pouvez notamment retrouver tous les partenaires, mais ce sera également l'occasion d'organiser des rendez-vous B2B, que ce soit avec d'autres adhérents de Medicine ou avec les différentes sociétés offreurs de solutions qui auront des stands pour présenter leurs prestations. Donc, ça arrive vite puisque c'est dans une semaine, mais il est encore temps de s'inscrire si vous le souhaitez. Et donc, du coup, je vais laisser la parole du coup Romain Labasse pour lancer cette masterclass. Merci beaucoup, Étienne. Et effectivement, donc, je m'appelle Romain Labasse, je suis consultant senior au sein du cabinet The Marketing Group. Nous serons présents dans une semaine au Medicine Day. Et donc, ce sera avec plaisir de vous rencontrer en physique, si jamais vous avez des questions à ce moment-là et que vous souhaitez discuter de manière un petit peu plus approfondie de cette masterclass. Mais aujourd'hui, nous allons discuter de la stratégie de prix et comment utiliser la voix de vos clients pour définir cette stratégie de prix. Quelles sont les méthodes qui permettent de comprendre à quel prix est-ce que vous pouvez envisager de vendre un produit, un service à des professionnels de santé. Et donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, The Marketing Group, c'est un cabinet de conseil et d'études spécialisé dans l'industrie de la santé. Et notre travail, c'est évidemment d'aller collecter des données directement auprès de vos clients ou de vos prospects pour vous apporter des informations qui vous permettent de prendre des décisions. Et donc, cette prise de décision, elle peut être pour le développement d'un nouveau produit, elle peut être pour une stratégie de pénétration d'un nouveau marché, elle peut être pour comprendre quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir pour une nouvelle technologie
dans différents domaines de la santé. Et puis, ça peut être une prise de décision, évidemment, aussi pour une stratégie de prix. Donc, nous avons des bureaux localisés en Europe, à Nantes, là où je suis localisé aujourd'hui, et aux États-Unis, en Californie. Et nous avons également un réseau de partenaires qui nous permet d'aller collecter de l'information euh, dans n'importe quelle partie du monde et auprès de n'importe quel euh, professionnel de santé. Je dirais même patient, infirmière, ingénieur biomédical, médecin, chirurgien, jusqu'à également les administratifs hospitaliers, voire les directeurs des établissements hospitaliers. Et donc, nous avons une focalisation sur la santé, mais plus spécifiquement sur les technologies médicales. Nous venons de l'imagerie médicale. Notre cabinet a été créé par un Français qui a une thèse en imagerie cardiaque il y a maintenant presque 30 ans. Et nous avons depuis, évidemment, travaillé avec quasiment l'ensemble des acteurs de ce domaine. Et nous avons aussi étendu nos domaines de compétences aux dispositifs médicaux, aux dispositifs de diagnostic et à tous les éléments d'infrastructure, on va dire IT, sur le hardware et le software pour pouvoir faire communiquer des informations entre une machine qui va collecter de la donnée et un utilisateur qui va la lire sur son écran. Donc voilà très rapidement The Marketing Group. Et encore une fois, je serai ravi d'en discuter de manière plus approfondie avec vous à Medicine Day dans une semaine. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter quelques éléments sur comment faire pour écouter ses clients, pour définir une stratégie de prix. Alors évidemment, définir une stratégie de prix peut se faire de manière différente. On peut tout à fait envisager de regarder quels sont mes coûts de production, quelle est la marge que je veux réaliser et définir un prix de cette manière-là. En disant, bon, bah, j'ai 100 de coûts de production, je vais faire 30% de marge, je vais vendre mon produit à 130. C'est une manière de le faire. Une autre manière de le faire, c'est d'écouter les clients. Est-ce que vos clients sont aujourd'hui prêts à payer 130? Est-ce qu'ils estiment que votre produit ou votre service a une valeur qui, comment dire, est en ligne avec un prix de 130? Eh bien, ça, c'est méthodologie de stratégie de prix en recherche marketing. C'est ce que l'on va voir dans une première partie, donc un petit peu théorique. Il n'y aura pas nécessairement beaucoup d'interactions à ce moment-là avec vous, mais nous aurons ensuite une deuxième partie avec quelques cas pratiques, 3 pour être exact, où je vais vous présenter des projets que nous avons réalisés pour des industriels et nous pourrons à ce moment-là avoir peut-être un petit peu plus d'échanges. Et donc, je pense que le mieux, si vous avez des questions, est d'utiliser la boîte qui est, faite pour cela dans Zoom. Vous devez pouvoir normalement taper des questions si vous en avez, et j'essaierai d'y répondre. Alors, peut-être au fur et à mesure de la partie théorique, mais pour le cas pratique, on aura l'occasion voilà, de discuter de manière un peu plus approfondie. Donc, débutons par la partie théorique. Et la base. Qu'est-ce que c'est que la base? La base, c'est tout le monde, tous les industriels qui développent des produits et des services cherchent évidemment à développer un produit et un service qui sera acheté par ses clients, répondre à la demande pour pouvoir être successful. Alors évidemment, pour ce faire, vous avez besoin d'avoir une certaine technologie, c'est-à-dire que si on n'a pas la science derrière, ça va être difficile de développer un produit qui sera pertinent pour vos clients. Mais néanmoins, il faut aussi prendre en compte les besoins du client. C'est-à-dire que si vous développez un produit sans jamais aller comprendre ce que les utilisateurs finaux, ce que les décisionnaires qui vont être impliqués dans l'achat de ce produit-là attendent, eh bien, il sera peut-être difficile de développer un produit qui répondra effectivement à la demande. Et donc, le marketing, c'est ça, c'est de comprendre les besoins clients et c'est d'aider ensuite, une fois que le produit est développé, à le commercialiser. Le marketing amont et le marketing aval. Le marketing amont étant évidemment plus l'aspect de quel est le produit qu'il faut définir, quels sont les éléments importants dans un produit ou dans un service qu'il faut avoir
pour répondre aux besoins des clients. Alors que ce soit pour répondre à un besoin non satisfait ou pour répondre mieux à un besoin qui est déjà satisfait. Et enfin, le marketing aval, typiquement les 4 P, hein, Product, Price, Place and Promotion. Une fois qu'on a développé le produit, comment est-ce qu'on va maximiser sa réussite en le vendant de la meilleure manière, et notamment à quel prix est-ce qu'on peut envisager de vendre ce produit-là. Et c'est tout l'objet de notre masterclass aujourd'hui. Les études marketing utilisent différentes méthodologies que l'on va diviser en 2 grandes catégories. Les méthodologies qualitatives et les méthodologies quantitatives. Les méthodologies qualitatives permettent de répondre à des questions qui vont commencer en général par pourquoi ou comment. Par exemple, comment est-ce qu'un neurologue va analyser des données d'électroencéphalogramme pour la prise en charge des patients épileptiques? On essaye de comprendre comment est-ce que ça se déroule. Pourquoi est-ce que les chirurgiens thoraciques vont-ils utiliser ce dispositif médical spécifiquement dans le cadre de la prise en charge de patients trauma dans telle situation? Voilà. Le qualitatif permet de répondre à ce type de questions. De l'autre côté, les méthodologies quantitatives vont répondre à des questions du type combien? Combien y a-t-il de neurologues qui aujourd'hui analysent des données d'électroencéphalogramme? Combien y a-t-il de cas de patients trauma qui sont pris en charge par des chirurgiens thoraciques? Mais le quantitatif, ça peut être autre chose. Ça peut aller plus loin. Ça peut être aussi de mesurer une attractivité par rapport à un produit. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas du tout attractif, 10 étant extrêmement attractif, quelle est l'attractivité de ce nouveau dispositif médical pour la prise en charge des patients atteints du diabète de type 1? Et là, on est capable de mesurer cet attrait. On est capable de mesurer d'autres choses, par exemple. Est-ce que les professionnels de santé sont d'accord ou pas d'accord avec certaines affirmations? Et ça peut permettre, par exemple, bien de définir une stratégie de comment dire, euh, pardon, de communication. Et donc, dans les méthodologies qualitatives pour répondre à des questions de type comment, pourquoi, quantitatives pour répondre à des questions de type combien. Évidemment, quand on fait une stratégie de prix, on va plutôt s'orienter sur des méthodologies quantitatives. Mais il n'en demeure pas moins que le qualitatif peut aussi vous apporter quelques éléments dans la construction de votre stratégie de prix. Et on verra qu'une stratégie de prix, c'est quelque chose qui se fait aussi tout au long du développement de produit, qui ne se fait pas uniquement à un instant T. Donc, les méthodologies qualitatives, il y en a 3. Les entretiens approfondis, one-to-one, un consultant qui va utiliser un guide de modération et qui va poser des questions à un répondant qui aura été sélectionné sur des critères de qualification bien précis. Si on veut discuter avec un neurologue qui prend en charge des patients épileptiques, eh bien, le questionnaire de qualification demandera quelle est votre spécialité médicale, combien de patients épileptiques prenez-vous en charge de manière mensuelle ou annuelle, est-ce que vous êtes décisionnaire dans l'achat de solutions pour la prise en charge de ces patients, par exemple. Et donc, ces discussions one-to-one sont en général semi-dirigées, c'est-à-dire que le consultant a une liste de questions, mais ne va pas poser ces questions de manière robotisée. Ça va être un échange ouvert et le modérateur doit pouvoir sauter d'une question à l'autre en fonction des réponses du répondant. Donc, les entretiens one-to-one permettent de comprendre en profondeur les pratiques individuelles. Et en faisant plusieurs, on est capable ainsi de décrire quelles sont les différentes pratiques individuelles que l'on peut trouver sur un segment de marché. On estime en général qu'il faut entre 6 et 7 entretiens qualitatifs individuels pour être capable de couvrir l'intégralité des comportements que l'on peut trouver sur un segment de marché. Si on fait plus d'entretiens, on va évidemment collecter plus d'informations, mais on commencera à avoir une information redondante avec celle que l'on a déjà collectée. La deuxième méthodologie, c'est les groupes de discussion. Les groupes de discussion, il y aura toujours un modérateur qui
comme pour les entretiens qualitatifs, va utiliser un guide de modération, mais cette fois-ci, on n'aura pas un répondant, on aura un groupe de répondants. Et donc, ces groupes de discussion, ces focus groups peuvent se faire évidemment en présentiel. Et dans ces cas-là, on peut très facilement avoir jusqu'à 8 ou 10 participants au même moment, au même endroit, ou on peut le faire aussi de manière virtuelle. Dans ces cas-là, on va plutôt limiter le nombre de participants à 3, voire 4 grands maximum. Mais c'est souvent plus facile de faire des groupes à 3 pour pouvoir gérer comment dire, en virtuel ce type de groupe. Et là, le groupe de discussion ne va pas permettre de comprendre les pratiques individuelles, puisqu'il y a cet effet de groupe. Par contre, on va être capable de comprendre quels sont les consensus qui peuvent exister dans un segment de marché. Le groupe de discussion permet donc de dégager quels sont les consensus qui existent au sein d'une pratique. Et puis enfin, la méthodologie observationnelle. Dans ce cas-là, un consultant va aller dans un hôpital, dans une pharmacie, et va regarder comment les patients sont pris en charge. Donc, il n'y a pas d'interaction avec le professionnel de santé ou avec le patient. On est vraiment dans une optique de regarder ce qui se passe afin de décrire les pratiques. Donc, l'observationnel est évidemment intéressant pour comprendre d'un point de vue opérationnel comment est-ce que ça se déroule. On l'a réalisé à The Marketing Group à de nombreuses reprises, et notamment, par exemple, sur l'injection de produits de contraste. Comment est-ce que ça se déroule dans différents pays? Les techniciens en imagerie qui vont injecter les produits de contraste, comment est-ce qu'ils vont accueillir le patient, comment est-ce qu'ils vont préparer le patient, poser le cathéter, injecter le produit, démarrer l'image, l'acquisition. Tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on peut observer et du coup être capable de décrire les différences majeures qui existent d'un point de vue opérationnel avec comment dire, entre pays. Donc, ces méthodologies d'études qualitatives, comment est-ce qu'on pourrait les utiliser pour faire du pricing? Eh bien, on pourrait tout simplement poser une question aux répondants, alors que ce soit dans des entretiens approfondis individuels ou dans des groupes de discussion, et demander de manière directe combien est-ce que vous payeriez pour ce produit? C'est une question ouverte. Donc, c'est évidemment une méthode qualitative et cela peut permettre de commencer à collecter de l'information autour de la stratégie de prix. Par contre, ce n'est pas une méthode qui doit être utilisée pour définir la stratégie de prix. C'est vraiment des éléments directionnels. Est-ce que vos clients, vos futurs clients demain, sont prêts à acheter comment dire, ont déclaré être capables d'acheter ce produit à 10, 100, 1000, 10 000 euros? Ça vous permet de donner quelques éléments directionnels qui seront ensuite utilisés dans comment dire, dans une étude quantitative. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces recherches quali ou cette méthodologie qualitative pour définir une stratégie de prix? Eh bien, c'est parce que l'on sait aussi, et ça a été publié pour d'autres produits ou d'autres services, hein, que les répondants dans ce type de situation ont une tendance en général à sous-estimer en plus le prix qu'ils seront prêts à mettre pour un produit. Donc, les méthodes qualitatives peuvent permettre de collecter de l'information directionnelle pour une stratégie de prix. Mais ce ne sont pas des éléments qu'il faut utiliser pour valider une stratégie de prix. Non. Pour valider une stratégie de prix, il faut faire une étude quantitative. Et cette étude quantitative, elle va être réalisée auprès d'un échantillon représentatif du marché qui permettra d'extrapoler à l'ensemble de votre marché. Donc, on va utiliser un échantillon que l'on pourra définir avec différents critères. Si on s'intéresse comment dire, au marché hospitalier en France, eh bien, on va se dire, j'aimerais avoir un 15% comment dire, d'institutions publiques universitaires, avoir 50% d'hôpitaux publics des CH
et puis avoir le reste en clinique privée, par exemple. Donc ça, c'est un échantillon que l'on va construire et que l'on pense être représentatif du marché, ce qui nous permettra ensuite d'extrapoler les résultats. Et les questionnaires quantitatifs, ça c'est un élément aussi qui est très important à, à prendre en compte, vont utiliser des questions fermées. Hein, c'est-à-dire que il n'y aura pas, à l'instar des méthodes qualitatives, où c'est des questions ouvertes. Là, on a une question et des choix de réponses potentiels qui vont cadrer les réponses qui peuvent être données par le répondant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce que il n'est pas possible de comment dire, d'analyser de manière statistiquement fiable des informations qualitatives ou ouvertes. Pour pouvoir faire de la statistique, il nous faut des 1, des 0. Et donc ça, c'est des questions fermées hein, qui vont permettre d'être codées et d'ensuite être capable de dire on a 35% des hôpitaux, des CHU en France qui sont prêts à payer tel prix pour tel type de solution. Donc, le quantitatif, c'est ce qui va permettre de définir une stratégie de prix, de valider une stratégie de prix en utilisant la voix de vos clients. Et il existe plusieurs méthodes pour ce faire. On va voir ensemble ces différentes méthodes. Et la première, c'est la plus simple, c'est aussi la plus efficace, mais c'est une méthode qu'on va plutôt utiliser à la fin du développement produit, lorsque l'on veut vraiment s'assurer que notre stratégie de prix, elle est cohérente et elle est pertinente. Donc, on a déjà une idée du prix auquel on va vendre notre produit et on veut une validation. C'est ce qu'on appelle le concept monadique. Dans ce concept monadique, on va présenter le produit ou le service. On verra un exemple tout à l'heure dans les cas d'études. Et on va simplement demander aux répondants, sur la base de la description de ce produit, est-ce que vous achetez mon produit à 250 €? Oui ou non? La question est simple, la réponse est simple, et cela permet de comprendre de manière statistique quelle sera l'adoption de votre produit à un prix donné. Hein, c'est très simple à mettre en place, c'est très efficace. Par contre, la problématique, c'est que ça ne permet évidemment de ne tester qu'un seul prix. Et si on veut tester plusieurs prix, avec ce concept monadique, on est obligé d'aller interroger des échantillons différents. Et donc, ça augmente le nombre de répondants qu'il faut inclure dans l'étude. Ça augmente les coûts, évidemment. Et aussi, parfois, eh bien, on a des problématiques de faisabilité, puisque vous le savez, dans le domaine de la santé, le nombre de clients est relativement restreint, en particulier si on le compare à la grande consommation, par exemple. Mais toujours est-il que si vous êtes en fin de développement de votre produit, vous êtes prêt à le lancer sur le marché, eh bien faire utiliser le test monadique permet voilà, de valider facilement et efficacement que votre produit vous permettra de capturer 35% de part de marché à la sortie, avec une question simple et des réponses qui sont très faciles à analyser. Mais comme je disais, un seul produit. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour tester plusieurs produits de manière déclarative avec un même échantillon? Et ben ça, on sait le faire aussi. Ça s'appelle le cascading. Plutôt que d'utiliser un seul prix, on va en utiliser 3, 4, 5 si on le souhaitait. Et on va poser la question, comme tout à l'heure avec le test monadique, est-ce que vous achetez mon produit à 250 €? Oui ou non? Si le répondant nous dit oui, on peut envisager de poser la question suivante qui serait, est-ce que vous êtes prêt à acheter ce même produit à 300 €? Oui ou non? Et s'il répond oui, on pourrait peut-être tester un autre produit. S'il répond non à la première question, on va lui demander dans ces cas-là, est-ce que vous êtes prêt à acheter mon produit à 200 €? Oui ou non? Et on peut ensuite continuer. Alors, on pourrait tester comme ça une infinité de prix, mais évidemment, au bout d'un moment, il y a une forme de négociation qui se met en place. Le répondant comprend
comment est-ce que les questions sont posées et peut donc avoir tendance à, encore une fois, aller chercher le prix le plus bas possible dans l'étude. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est d'avoir quel est le prix auquel ils sont prêts à acheter un produit. Et donc, à The Marketing Group, on va se limiter à 3 prix maximal. On va toujours commencer par le prix le plus élevé et ensuite, on va faire une cascade vers les prix les plus bas. Ce qui permet de comprendre au prix le plus cher, quel est, on va dire, c'est le worst case scénario, le minimum de clients qui achèteront le produit. Et si je décroît mon prix, quelle est la proportion supplémentaire de clients que je capture. Donc, cette méthode, elle est aussi utilisée plutôt dans des phases, on va dire, aval du développement produit, quand on est en train de, voilà, de finaliser la stratégie de prix. Et on ne sait pas trop comment est-ce que l'on veut se positionner par rapport à la concurrence, et on veut tester peut-être, voilà, trois prix maximum. Donc, ça permet d'utiliser un échantillon relativement réduit pour pouvoir tester plusieurs prix, ce qui permet de créer une courbe de la demande. Mais encore une fois, bon, on ne peut pas répéter cet exercice trop, sinon les répondants vont rentrer dans cette phase de négociation. Donc ça, c'est la deuxième méthode, on va dire déclarative. Hein, on pose directement la question aux répondants, est-ce que vous achetez ou pas ce produit? La première étant le test monadique. La troisième méthode comment dire, de recherche en pricing, ça va être le Van Westendorp. Donc là, on est encore une fois sur une méthode déclarative, c'est-à-dire qu'on va demander aux répondants de nous dire à quel prix ils achèteraient le produit. Mais le Van Westendorp va dans sa première version s'occuper de comprendre quelle est la fourchette de prix raisonnable dans laquelle les répondants estiment qu'un produit devrait être vendu. Donc, c'est un petit peu différent, puisque ça ne nous donne pas d'informations sur est-ce qu'ils vont l'acheter effectivement. Par exemple, si vous me posez la question, Romain, à quel prix doit être vendue une Ferrari, je vais vous dire, bon, bah, je sais pas, moi, entre 80 et 250 000 euros. Mais ça ne vous dit pas si je vais l'acheter ou pas. Je vous donne simplement ma perception de la fourchette de prix dans laquelle cette Ferrari devrait être vendue. Et donc, cette méthode Van Westendorp, ça veut dire qu'il faut faire l'hypothèse, tout d'abord, que plus un prix est élevé, plus un produit va être de qualité. Et c'est-à-dire aussi à l'inverse, que plus un produit a un prix faible, moins il va être de qualité. Donc ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse à l'origine du développement de la méthode Van Westendorp, c'est ce qu'on appelle la théorie des prix raisonnables. Il faut que les clients aient déjà une certaine compréhension des prix qui peuvent être pratiqués sur le marché pour des produits similaires. Alors, cette théorie des prix raisonnables, on n'est pas obligé de l'avoir pour utiliser le Van Westendorp. Vous le verrez tout à l'heure, parce qu'on peut utiliser le Van Westendorp pour comprendre quelle est la perception que peuvent avoir des différents segments de marché vis-à-vis d'un produit innovant. Et ce, sans forcément comprendre quels sont les coûts qui vont être impliqués derrière. Un autre exemple, si aujourd'hui ou si demain, je suis capable de développer un moyen de transport, on va dire, instantané d'un point A à un point B, quel est le prix d'un voyage? Et ça, on pourra poser la question aux différents comment dire, échantillons et aux différents marchés, mais on n'aura pas nécessairement l'intégration de combien coûte un voyage d'un point A à un point B de manière instantanée, puisque ça n'existe pas aujourd'hui. Mais on sera capable de comprendre quel est l'argent qui est en fait disponible dans le porte-monnaie des clients pour acheter ce type de prestation. Et on espère évidemment qu'il y aura
beaucoup d'argent sur pour acheter ce type de prestations. Et donc, on verra tout à l'heure qu'on a un exemple où on n'avait pas nécessairement la théorie des prix raisonnables et on a quand même utilisé von Westendorf. Et donc, cette méthode, je vous le disais, est déclarative et on va demander aux répondants à quel prix est-ce que vous estimez que ce produit ou ce service, il est trop cher et au-delà duquel vous ne l'achèteriez pas. D'accord? Moi, une Ferrari à plus de 250 000 euros, je pense que je ne l'achète pas de toute manière. Deuxième question, au contraire, en dessous de quel prix est-ce que vous allez commencer à douter de la qualité de ce produit-là et vous ne l'achetez pas? Par exemple, si on m'offre une Ferrari pour 500 euros, je vais me dire qu'il y a probablement anguille sous roche. Donc ça, c'est mon prix tout cheap. Et entre ces deux extrémités, le prix trop cher et le prix pas assez cher, on va également demander aux répondants quel est le prix cher, mais pour lequel vous allez continuer à considérer l'achat du produit. Et enfin, quel est le prix pour lequel vous estimez que ce service ou ce produit est en fait une bonne affaire. Donc, on va demander 4 prix différents qui vont nous permettre ensuite de créer des courbes d'analyse. Alors, comment dire, c'est du cumulé croissant. Et cela nous permet ensuite, quand on fait cette analyse, de comprendre quelle est la fourchette de prix acceptable pour un segment de marché, pour tel type de produit. Donc, vous voyez, on a 4 prix, on est capable de faire 4 courbes. On en inverse 2 de manière arbitraire. Alors, on n'inverse pas n'importe lesquels, mais globalement, ça nous permet de déterminer des points d'intersection. Et le premier point étant le point de marginal cheapness, le deuxième étant de marginal expensiveness. Et entre ces deux points, vous avez la fourchette de prix acceptable. Si on est dans le cadre d'une théorie des prix raisonnables et que les répondants ont déjà une connaissance des prix qui sont pratiqués sur le marché, eh bien cette fourchette de prix acceptable, elle doit normalement correspondre à l'éventail de prix qui sont pratiqués sur le marché pour ce type de produits et de solutions. Donc, cette méthode von Westendorp, elle est très intéressante parce que même avec des échantillons comment dire, très faibles, c'est-à-dire à partir de 20-25 répondants, on est capable de construire cette fourchette de prix acceptable. Et donc, ça permet d'avoir déjà une idée. Est-ce que on va vendre, on perçoit mon produit comme étant entre 500 et 1000 euros ou entre 5000 et 10 000 euros. Et ça peut déjà avoir un impact très important dans le développement de votre produit. Hein, donc, ça donne des informations sur la fourchette de prix. Et donc, on utilise cette méthode von Westendorp plutôt dans des phases amont du développement produit pour savoir quelle est la quantité d'argent disponible chez mes clients potentiels pour acheter mon produit. Et encore une fois, si votre produit est vendu ou est perçu comme valant 500 à 1000 euros et que vous pensiez le vendre à 50 000 euros, eh bien, il y a comment dire, une différence de perception entre ce que vous allez devoir faire et pour pouvoir convaincre vos patients, comment dire, vos clients pour acheter votre produit à 50 000. Donc ça, après, on peut continuer la recherche pour comprendre quels sont les éléments qui font que le produit est perçu plutôt entre 500 et 1000 et pas 50 000. Mais ça vous donne déjà une indication que aujourd'hui, votre marché ne serait pas prêt à payer 50K. Et donc, ça peut potentiellement aussi vous conduire à prendre la décision d'arrêter le développement de ce produit-là parce que vous savez en avance que vous ne pourrez pas rentrer dans comment dire, dans votre investissement. La problématique du von Westendorp, c'est que ça ne vous donne pas quelle est l'intention d'achat. On comprend simplement quelle est la fourchette de prix acceptable pour ce type de produit, mais on ne sait pas si les répondants vont l'acheter ou pas. Et pour ce faire, on a en fait additionné deux nouvelles questions à la méthodologie von Westendorp. Donc, c'est ce qu'on appelle l'extension Newton, Miller et Smith, où en fait, on va demander de manière individuelle à chacun des répondants pour le prix
bonne affaire que vous nous avez donnée, quelle est votre probabilité d'achat de ce produit entre 1 et 10? 1 étant, il y a 0% de chance que j'achète ce produit, et 10 étant, il y a 100% de chance que j'achète ce produit. Et on pose cette question ensuite également pour le prix cher, mais je continue d'y réfléchir. Donc évidemment, l'intention d'achat, elle est théoriquement plus élevée à un prix bonne affaire, puisque c'est la bonne affaire. Donc c'est là où je devrais normalement avoir une intention d'achat maximale, alors que le prix cher doit avoir une intention d'achat inférieure. Et donc ça, on fait en sorte d'avoir dans la programmation de l'étude du contrôle qualité en temps réel pour être certain que le répondant ne se trompe pas, entre guillemets, en répondant. Et donc, on est ainsi capable d'avoir pour chacun des répondants de l'étude la probabilité d'achat au prix trop cher, elle est de 0, puisque par définition, on lui demande au-delà de à quel prix est-ce que vous n'achetez pas ce produit parce qu'il est trop cher, donc la probabilité d'achat est égale à 0. La probabilité d'achat à pas assez cher, qui est égale à 0 encore une fois, puisque par définition, on lui demande en dessous de quel prix vous n'achetez pas ce produit parce que vous doutez de sa qualité. Et entre les deux, eh bien, la probabilité d'achat à bonne affaire est à cher. Et grâce à ces 4 informations, on est capable de reconstruire la probabilité d'achat à n'importe quel prix. Quand on va additionner ensuite toutes ces informations individuelles, on va être capable de créer ce qu'on appelle une trial curve. Donc, c'est la courbe d'adoption d'un produit à un prix donné. Et vous voyez, par exemple, cette courbe rose ici, eh bien, c'est exactement celle-là. Et on observe que dans ce cadre-là, vous avez une adoption maximale de votre produit, c'est-à-dire que les gens disent la probabilité d'achat est la plus élevée à ce prix-là, eh bien, c'était 1200 ou 1300 euros, par exemple. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que si je multiplie la probabilité d'achat par le prix, j'ai la courbe de revenus. Et c'est la courbe en bleu. Et vous voyez qu'elle se décale un petit peu vers la droite, parce qu'en fait, nous avons effectivement la capacité de comprendre quelle est l'élasticité d'un produit ou d'un service. Et là, vous voyez que à 1000, on va dire 1500 euros, on a une courbe, on a, comment dire, une maximisation des revenus, même si on a moins de clients qui vont acheter le produit. Et donc ça permet aussi, dans la définition d'une stratégie de prix, de se dire, est-ce que je souhaite avoir une pénétration maximale dans mon marché, c'est-à-dire vendre mon produit au plus de clients possible, ou est-ce que je souhaite maximiser ma profitabilité en ciblant uniquement les personnes qui vont acheter au prix qui me permettra de maximiser les revenus. Donc là, on avait dans la Van Westendorp initiale la fourchette de prix acceptable. Et en ajoutant ces deux questions, on est capable d'avoir une courbe d'adoption et une courbe de revenus. Et là, on commence à avoir des informations intéressantes pour pouvoir faire du pricing. Et là, encore une fois, on utilise plutôt ça dans les phases amont du développement de produit pour comprendre, voilà, avant d'avoir finalisé le développement de mon produit, quel est le revenu que je peux envisager pour un segment de marché. Ces 3 méthodologies que je viens de vous présenter, le concept monadique, le cascading et le Van Westendorp, ce sont des méthodes que l'on appelle déclaratives. Et elles sont directes. Voici un produit, à quel prix est-ce que vous l'achetez? Il existe aussi des méthodes indirectes qui vont être, non pas déclaratives, mais qui vont être dérivées. Et typiquement, c'est l'analyse conjointe. L'analyse conjointe ne va pas considérer le prix comme un élément extérieur au produit ou au service. L'analyse conjointe va considérer le prix comme une partie intégrante du produit, d'accord? Au même titre que comment dire, des features ou de ce produit. Donc, l'analyse conjointe, c'est une méthode qui est extrêmement efficace pour faire du développement de produit et pour faire de la stratégie de prix. Elle permet de comprendre en fait comment est-ce que vos clients prennent des décisions
pour acheter un produit? Quels sont les éléments qui vont avoir un impact sur leur choix d'acheter ou pas? Est-ce que ça va être le prix? Est-ce que ça va être la marque du produit? Est-ce que ça va être une caractéristique technique particulière qui va les pousser à acheter ou pas votre produit? Et donc, ça permet vraiment de comprendre comment est-ce que les gens prennent leurs décisions pour acheter un produit ou un service. Et le prix étant une caractéristique du produit, d'accord? À l'inverse des trois premières méthodes que je vous ai décrites, où le prix est quasiment extérieur au produit. Et donc, c'est ce qu'on appelle la préférence dérivée qui est mesurée grâce à l'analyse conjointe. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment se déroulent ces analyses conjointes. Le produit va être divisé en attributs, ou on va dire en caractéristiques. Chacune de ces caractéristiques pouvant avoir plusieurs niveaux. Par exemple, la caractéristique 1 aurait un niveau est inclus dans le produit ou n'est pas inclus dans le produit. Un autre attribut, une autre caractéristique, c'est évidemment la marque. Le produit est un Boston Scientific, est un Medtronic ou est une nouvelle société, une start-up nouvellement créée. On a comme ça plein de différents attributs que l'on peut envisager pour un produit. Sur l'analyse conjointe, on va évidemment se focaliser sur les attributs qui sont les plus différenciants et les plus importants pour vos clients. Par exemple, si on voulait faire une analyse conjointe sur les voitures, eh bien, d'avoir un attribut qui serait le nombre d'enjoliveurs inclus avec la voiture, 1, 2, 3 ou 4, n'est peut-être pas un attribut extrêmement important, extrêmement différenciant. On va plutôt se regarder la couleur, on va plutôt regarder la puissance de la voiture ou des caractéristiques comme siège en cuir versus siège en tissu. Donc, il y a cet aspect de conception de l'analyse conjointe qui est vraiment qui est primordial pour pouvoir réussir ce type d'analyse. Et ces attributs que l'on va définir, donc on va se focaliser sur ce qui est important, et ils doivent aussi être indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si, je reprends l'exemple de la voiture, on avait un attribut qui serait consommation d'essence. On va dire, 6 litres au 100 à 12 litres au 100, et que l'on aurait un autre attribut qui serait puissance du moteur, 50 chevaux à 250 chevaux, eh bien, ces deux attributs sont en fait collinéaires. Ils sont liés l'un à l'autre. On ne peut pas avoir un moteur puissant qui aurait une consommation d'essence faible. Et donc, on serait amené à créer des produits impossibles, qui ne peuvent pas techniquement exister. Donc ça, c'est encore une fois, dans la conception de l'analyse conjointe, c'est très important de prendre en compte ces éléments-là. Et donc, nous, à The Marketing Group, évidemment, on a cette expertise pour bien travailler avec vous et comprendre qu'est-ce qui est important dans votre produit, qu'est-ce qui est différenciant par rapport à la compétition, et qu'est-ce qui, au contraire, peut être étudier hors de l'analyse conjointe ou faire partie de ce qu'on appelle la baseline, c'est-à-dire qu'un produit, une voiture, elle aurait 4 roues nécessairement. Ça fait partie de la baseline. Et donc, ces attributs-là, on va comment dire, les créer ensemble et on va développer pour chacun des attributs différents niveaux. Je le disais tout à l'heure, soit c'est inclus, soit c'est pas inclus. Mais par exemple, dans cet exemple ici, on était sur alors reduction in healing time, duration of procedure. Donc typiquement, on était sur un produit qui permet, je crois que c'était une colle ou un dispositif médical orthopédique, où on essaye c'est un nouveau dispositif qui permet d'aller plus ou moins vite dans la procédure. Et donc, on avait une durée de procédure de 5, 10 ou 15 minutes avec des taux de réintervention qui peuvent être plus ou moins importants et évidemment des prix qui vont être différents. Et donc, le prix fait toujours partie des attributs qu'on va analyser en conjoint. C'est ce qu'on appelle la variable de pénalité. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est pas toujours exact. Il y a eu des analyses conjointes où on n'avait pas de prix
qui était intégrée, mais il vous faut nécessairement une variable de pénalité. Par exemple, si on fait une analyse conjointe sur des produits pharmaceutiques dont le prix est en fait déterminé par comment dire les le ministère de la Santé et zut, je perds mes mots. Comment dire, les prix sont fixés par le gouvernement, hein. Eh bien, une variable de pénalité pourrait être quelle est sur un produit pharmaceutique en oncologie, quel est les effets secondaires, par exemple, plus ou moins élevés. Ça peut être une variable de pénalité, par exemple. Mais globalement, le prix est en général toujours intégré et on essaye de comprendre entre un prix le plus bas et un prix plus haut, voilà, quels sont les différents prix qu'on peut tester. Et donc, cette analyse conjointe va permettre de créer des produits hypothétiques et on va demander au client, sur ces 3 produits que vous pouvez voir, là, vous avez un premier profil, un deuxième profil et un troisième profil, lequel préférez-vous? Et en répétant cet exercice de choix, on va être capable ensuite de comprendre quels sont les éléments qui vont driver le choix pour chacun des répondants. Et donc, l'analyse conjointe va créer des situations dans lesquelles on va demander à un répondant de faire un choix, et un choix qui soit réaliste. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on soit en train de créer des produits qui sont impossibles techniquement à développer. Et on va donc les forcer à faire un choix. Vous avez 3 produits, il faut que vous me disiez lequel vous préférez. Et ça nous permet, voilà, de comprendre de manière individuelle quels sont les différents attributs, les différentes caractéristiques qui vont pousser un client à aller faire un choix. Et par exemple, si on revient sur cet exemple ici, eh bien potentiellement, c'est peut-être la durée de la procédure qui aura comment dire, l'importance la plus élevée dans le choix. C'est-à-dire que si on a 5 minutes, toujours les répondants vont aller vers le 5 minutes parce que il se trouve que ces chirurgiens orthopédiques veulent aller vite pour ce type de procédé. Et donc, on est capable ainsi de déterminer quels sont les attributs importants et au sein d'un attribut, quel est le niveau, quelle est la caractéristique spécifique qui est la préférée. Mais ça reste relativement statique encore comme analyse. Avec l'analyse conjointe, on peut aller plus loin. On peut faire de l'analyse dynamique avec des simulateurs de préférence. À The Marketing Group, on a développé le SimPro qui permet de créer des produits, différents produits, et d'observer quels sont les produits qui seraient préférés. Donc, par exemple, vous avez ici, dans ce cadre-là, le produit actuellement sur le marché. Donc, il n'y a pas de changement dans le niveau de réintervention, 10% de réduction dans le temps de guérison, un prix à $600 pour une durée comment dire, de procédure égale à 5 minutes. Et vous voyez, c'est le produit Current qui est ici. On est capable, voilà, de modéliser quelle est la préférence de ce produit, alors soit par rapport à ce qu'on appelle le non, donc de manière isolée, dans un marché hypothétique où il n'y aurait que ça, quelle est la proportion de clients qui vont adopter ou pas ce produit, mais on peut le faire aussi dans un environnement compétitif. Et là, par exemple, vous avez le Next Gen 1 et le Next Gen 2, où malgré le fait que vous augmentiez la durée d'intervention, vous avez une plus grande réduction du taux de réintervention. Eh bien, c'est un produit qui va être préféré. Vous voyez, le produit bleu ici a une certaine préférence qui augmente pour les répondants. Et donc, on peut, de cette manière, déterminer quelles sont les parts de préférence qu'on peut envisager pour un produit dans un environnement compétitif. Alors, si on ajoute la marque comme attribut, eh bien, on est capable de comprendre, voilà, est-ce qu'un produit Siemens ou un produit GE aura une préférence supérieure alors qu'il aurait
des caractéristiques techniques qui seraient complètement identiques. Ça peut avoir un impact, évidemment, aussi sur le prix. Je veux bien acheter un téléphone, je suis prêt à acheter comment dire, un iPhone 14 à 1500 €, mais un téléphone Huawei avec exactement les mêmes caractéristiques techniques, eh bien, je ne l'achèterai que à 800. Et pourtant, les deux produits seraient typiquement identiques, sauf la marque. Donc ça permet de comprendre la marque. Et on peut aussi, du coup, évidemment, comprendre à quel prix est-ce que je vais maximiser l'adoption de mon produit par rapport à cet environnement compétitif. On le verra tout à l'heure. Et donc, cette analyse conjointe, elle permet, je viens de vous le dire, de déterminer à quel prix un produit peut maximiser sa préférence, mais on peut aussi comprendre quelle est la combinaison de features, de caractéristiques qui va en fait être préférée par vos clients. Et ça vous permet du coup d'aller ensuite vers le développement d'un nouveau produit et du produit qui serait le produit préféré par vos clients. J'en ai terminé pour la partie théorique vis-à-vis du marketing research et des méthodologies pour le pricing. Est-ce qu'à ce stade de l'étude, nous avons des questions? Étienne, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez collecté voilà, des demandes de peut-être d'informations complémentaires? Ouais. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas de questions dans le chat. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez utiliser soit la fenêtre questions-réponses, ou si vous préférez intervenir de vive voix, il y a une petite fonction lever la main et je peux débloquer vos micros aussi. Écoutez, merci Étienne. Et si jamais vous voyez des gens qui lèvent la main, n'hésitez Oui. pas à m'interrompre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire de vous montrer des exemples de produits pour lesquels on a mis en place des méthodologies de recherche marketing pour définir une stratégie de prix. On va en voir trois. On va voir le cascading, on va voir le Van Westendorp et on va voir ensuite l'analyse conjointe. Donc, le cascading price analysis, là, on est sur un produit de test de détection du VIH, donc un test rapide. Et vous avez ici une description telle qu'elle a été proposée aux répondants de notre étude, où eh bien, on définissait voilà en quoi ce test qu'est ce test. Donc, c'est un test single use pour pouvoir tester de manière rapide la présence de VIH en point of care. Il peut être utilisé par n'importe quel type de professionnel de santé. On peut utiliser du sérum, du plasma ou du sang. Et ça permet de détecter à la fois les deux variants du VIH. Il est remboursé à tel niveau. Voilà le turnaround time entre le moment où vous collectez l'échantillon et le moment où vous avez le résultat. Il va se passer environ 30 minutes. Voilà, différentes caractéristiques qui permettent aux répondants de bien comprendre quel est ce test. Et donc, on avait proposé ce produit à un échantillon aux États-Unis de 174 répondants, principalement des lab managers, donc des directeurs de laboratoires hospitaliers ou de cliniques des maladies sexuellement transmissibles. C'est un type d'institution aux États-Unis qui existe beaucoup, ou alors ce qu'on appelle les cliniques, qui sont en fait des practices, donc des endroits où les médecins vont être en mesure de prendre en charge des patients et de parfois faire quelques types de procédures interventionnelles ou opératoires rapides. Et donc, on avait ces trois segments, hospitalier, STD clinique et clinique. Alors, évidemment, on avait des types de répondants qui étaient un petit peu différents en fonction de chacun des segments. Par exemple, on avait des directeurs de laboratoire dans les hôpitaux. On avait également ce qu'on appelle le Infection Control Manager. Dans les STD cliniques, on avait les directeurs de laboratoire, mais on avait aussi les associés à cette clinique STD. De la même manière que pour les cliniques, on avait voilà les associés de cette clinique
et potentiellement des physiciens qui étaient en charge de superviser les tests cliniques. Et donc, on avait interrogé ces 174 répondants en leur présentant le produit, ce nouveau test point of care pour la détection du VIH. Et on leur a demandé, première question, donc sur leur écran d'ordinateur, puisque c'était comment dire, un questionnaire auto-administré en ligne, ils voyaient la question S3QA. How likely would your organization be willing to pay $12 for the proposed product? Et donc, la réponse, c'est de not at all likely à extremely likely. Donc, c'est un petit peu différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le oui-non, mais globalement, ça revient au même. Et à $12, si les répondants disaient very likely ou extremely likely, eh bien, l'enquête se poursuivait avec d'autres questions qui n'étaient plus en lien avec le pricing. Par contre, s'ils répondaient not at all likely, somewhat likely ou likely, eh bien, on leur présentait la S3Q3B, où là, on met en place le cascading et on pose la même question, mais à un prix un petit peu différent. $10. Est-ce que vous achetez ou pas ce test HIV à $10? Encore une fois, very likely, extremely likely, on s'arrête, on passe à d'autres questions qui ne sont pas dans le pricing. Mais si c'est not at all likely, on pose une dernière question. Est-ce que vous l'achetez à $8? Et donc, comme je vous disais, on ne teste pas ensuite $6 parce que l'on sait que au-delà de 3 prix, le répondant va avoir ce comportement de négociation qui se met en place. On sait aussi qu'il y a une certaine partie des répondants à $8 qui va potentiellement répondre not at all likely, somewhat likely ou likely parce qu'ils se disent qu'il y a probablement un prix plus bas ensuite. Donc, on teste 12, 10, 8 dans ces 174 répondants et on est capable, au final, eh bien, de créer une adoption pour ce test VIH à $12, à $10 et à $8. Alors, en quoi est-ce que ces informations sont intéressantes pour du pricing? Eh bien, vous voyez qu'on a à $12 déjà un tiers du marché qui souhaite acheter ce produit. Si on diminue le prix de $2, on se rend compte que l'on va gagner 12% d'adoption pour atteindre 45%. Mais du coup, cette augmentation, elle est relativement faible. 12%, c'est pas énorme par rapport aux 33% qu'on avait au départ. Et si on diminue encore le prix à 8, là, on observe une augmentation de 24% des répondants qui sont prêts à acheter le prix à $8. Donc, à $8, on peut estimer qu'il y aurait 70% du marché qui achèterait ce produit. On fait l'hypothèse, évidemment, que les répondants qui achètent à 12 achètent à 8. Et là, ça permet de se dire, la recommandation qu'on a pu faire, c'est soit vous êtes un prix premium et vous vous concentrez sur le tiers du marché qui est capable de payer 12, ou alors, au contraire, vous essayez de maximiser la pénétration en allant à $8. Le $10 ne vous permettant pas finalement d'augmenter beaucoup plus le nombre de clients potentiels, alors que le 8, lui, va vous permettre de faire un bond vraiment d'adoption. Donc là, ça vous permet de comprendre avec 3 produits quelle est l'adoption que mon marché va avoir pour ce produit HIP. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette méthodologie qu'on a mis en place pour le test point of care? Là, je vois pas de questions de mon côté. Alors, continuons. Donc ça, c'était une méthode déclarative et on aurait pu faire exactement la même étude en utilisant qu'un seul prix, c'est-à-dire est-ce que vous achetez ou pas ce test VIH à $12?
Et ça permet, voilà, mais là, on le ferait plutôt après, hein, juste avant de lancer le produit pour s'assurer qu'on aura effectivement bien 33% d'adoption de notre produit. Mais le cascading permet, voilà, de tester plusieurs prix avec un même échantillon et d'avoir ces informations sur la courbe d'adoption. Je vous propose maintenant de regarder une étude Van Westendorp qu'on a réalisée pour un nouveau dispositif médical utilisé en imagerie CT. Là, on est sur un produit innovant. Il n'existe rien d'identique sur le marché. Donc, la théorie des prix raisonnables ne s'applique pas. D'accord? L'idée étant ici de savoir le dispositif que l'on est en mesure de développer et de créer et de produire, quelle est la perception, quelle est la valeur que les clients peuvent envisager pour ce produit. Et en fait, pour vous donner un contexte, dans le cadre de l'injection de produits de contraste pour faire une image CT, vous pouvez avoir ce que l'on appelle le transient interruption of contrast. Donc, le patient, on peut lui demander, par exemple, de prendre une grande inspiration et de bloquer sa respiration. Alors, ça dépend des équipements CT qui sont utilisés. Mais si on fait ça, on va avoir en fait au niveau du cœur, eh bien, potentiellement une interruption du contraste parce que la majorité du sang provient des membres inférieurs et le contraste est lui, euh, injecté au niveau supérieur. Et donc, cette interruption de contraste transitoire, elle peut avoir un impact sur la qualité d'image. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image qui ne permettra pas, de faire du diagnostic pour le radiologue. Et donc, le dispositif qui a été développé par notre client à ce niveau-là permettait en fait de contrôler la respiration du patient et de s'assurer en fait que le diaphragme n'allait pas induire trop de sang des membres inférieurs et donc on allait être certain que le contraste allait bien apparaître dans le cœur et donc on va avoir une meilleure qualité d'image. Donc, la description de ce produit n'est pas exactement celle que je vous présente aujourd'hui parce qu'il y a des éléments de propriété intellectuelle que je ne peux pas partager avec vous. Mais globalement, voilà, on présentait le problème, la solution et des éléments qui permettent de répondre de démontrer que l'utilisation de ce produit est efficace. Je vois qu'il y a une question sur la méthode cascading. J'y reviendrai après le Van Westendorp. Et donc, ce produit, on l'a présenté à différents répondants. Un échantillon de 184 répondants en UK et en Allemagne, donc principalement des radiologues ou des directeurs de services d'imagerie médicale, dans des hôpitaux ou dans des centres d'imagerie indépendants. Et on leur a posé ces questions de Van Westendorp, comme telles que je vous les ai expliquées tout à l'heure, sur la base de la description du produit que vous venez voir, qui permet d'améliorer la qualité d'image en limitant l'interruption transitoire du contraste. À quel prix est-ce que vous considérez ce nouveau dispositif médical trop cher et vous ne l'achetez pas? Ensuite, à quel prix est-ce que vous doutez de la qualité offerte par ce dispositif médical et vous vous dites que ce n'est pas possible que l'on puisse me proposer un produit avec ses bénéfices à tel prix et donc vous ne l'achetez pas. Le prix cher, mais je continue à envisager de l'acheter. Et enfin, le prix bonne affaire. On avait également, dans le cadre de cette étude, ajouté les deux questions complémentaires. On le fait de manière quasiment systématique, de rajouter l'extension Newton-Miller-Smith, parce que ce ne sont que deux questions. C'est assez facile à programmer et ça permet d'avoir cette information sur l'adoption et les revenus. Et donc, quel est votre niveau d'intention d'achat pour ce produit à bargain? Donc là, de no chance, almost no chance à je suis pratiquement certain de l'acheter. Et de la même manière pour le prix expensive. Vous voyez qu'il y a évidemment des contrôles qualité en temps réel qui sont réalisés
sur ces questionnaires auto-administrés, c'est-à-dire qu'un répondant qui va nous donner un prix trop cher égal à 1000, il ne peut pas nous donner un prix pas assez cher qui serait égal à 10 000, puisqu'évidemment, le prix pas assez cher doit être inférieur au prix trop cher. Et donc, on a comme ça plusieurs contrôles qualité qui sont mis en place pour s'assurer que l'on collecte une donnée qui sera analysable ensuite. Donc, voilà comment est-ce qu'on design le Van Westendorp. Et quand on fait l'analyse, on a ces 4 courbes cumulées croissantes que l'on construit. On en inverse 2 qui permettent de déterminer la fourchette de prix acceptable. Et dans le cadre de cette étude, on était en Allemagne sur une fourchette qui était égale entre X et Y. Je ne peux pas vous donner évidemment les prix pour ce projet-là, mais l'Allemagne présentait une fourchette de prix acceptable qui était plus grande et qui était aussi plus large que l'Angleterre ou la France. Et donc, rien que sur la base du Van Westendorp, on se disait, bon, bah, potentiellement, on peut trouver en Allemagne des répondants ou des clients qui vont acheter notre produit plus cher qu'en France ou en UK. Intéressant et judicieux de lancer le produit d'abord en Allemagne, puisque ça permettra de créer un premier niveau d'utilisateur et que peut-être du coup, ensuite les Français et les Anglais auront une perception qui va se modifier parce qu'ils auront des retours allemands disant effectivement ce produit-là vaut son prix. Et on a également fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la courbe d'adoption et la courbe de revenus. Là, vous voyez en fait que l'élasticité du prix est très très faible puisque le pic d'adoption est quasiment égal au pic de revenus. Et donc, ça permet potentiellement de maximiser à la fois l'adoption et les revenus. Ça peut être intéressant, mais ça signifie aussi que votre marge de pricing est beaucoup plus étroite que si vous avez une élasticité plus grande. Donc, on est capable, évidemment, sur la base de la fourchette de prix acceptable, de regarder est-ce que le maximum d'adoption, il est aussi dans cette fourchette de prix. Parfois, le maximum d'adoption peut être en dessous ou au-dessus de cette fourchette de prix, ce qui peut signifier qu'il existe différents segments sur le marché. Et on est capable de comprendre aussi le maximum de revenus. Donc, pour 100 clients potentiels, voilà le chiffre d'affaires que vous pouvez envisager avec votre produit. Et ça permet évidemment de se dire, bon, bah, si je sais qu'il y a X clients en Allemagne, je multiplie, je fais un ratio, et ça me permet d'avoir le chiffre d'affaires potentiel pour mon produit en Allemagne. Est-ce que ce chiffre d'affaires potentiel me permet ensuite de couvrir les prix de développement, les prix de production et les prix de commercialisation du produit? Ça, c'est une autre histoire, mais ça permet de se dire, est-ce que je continue ou pas le développement du produit? Voilà pour le Van Westendorp. La question par rapport à le cascading. Je lis la question. Dans l'exemple de la cascading méthode, sur la base de quels éléments a été fixé le premier prix à 12 $ alors que le remboursement du test est de 34? Donc, le remboursement du test de 34 $ inclut évidemment l'achat du test, mais également le remboursement du temps opérateur qui va être réalisé et aussi du temps clinicien pour valider le test. Le remboursement d'un test n'est pas simplement le produit en lui-même, c'est aussi l'utilisation de ce test par un professionnel de santé. Donc, c'est pour ça que le 34 $ est plus élevé puisqu'il inclut à l'intérieur du temps opérateur. Et donc, le 12 $, on avait en fait réalisé sur ce type d'études également de la recherche compétitive. Et il existe sur le marché déjà des tests HIV en point of care qui avaient potentiellement des caractéristiques techniques inférieures, c'est-à-dire qu'on pouvait soit avoir le résultat de manière un peu plus longue, où on n'avait qu'un seul des variants HIV, ou alors on ne peut faire qu'un seul type d'échantillon. Et on savait que ces
ces produits existants étaient aux alentours d'une dizaine de dollars sur le marché. Donc, on avait déterminé est-ce qu'on peut avoir un premium en demandant 12, puis 10 qui serait à peu près le prix marché et 8 qui serait un prix inférieur. Donc, c'est comme ça qu'on avait fixé le premier prix à 12 dollars. Mais ce premier prix à 12 dollars est évidemment inférieur au remboursement, puisque le remboursement d'un test, encore une fois, n'inclut pas que l'achat du test. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le test HIV ou sur le dispositif médical pour améliorer la qualité d'image en imagerie CT? S'il y a des questions qui vous arrivent dans les minutes qui viennent, n'hésitez pas à les poser dans la boîte, je pourrai y revenir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'analyse conjointe. Et là, on va voir un exemple de développement de nouveaux produits sur des urétéroscopes single use. Donc, les urétéroscopes sont utilisés en urologie pour aller observer, explorer les voies urinaires supérieures et potentiellement traiter des kidney stones, par exemple. Et donc, on va utiliser ce type de produit. Donc là, vous avez un dispositif single use qui est développé par Boston Scientific et qui est donc un urétéroscope flexible. Hein. Il en existe des rigides également. Ils n'ont pas forcément la même finalité. Vous avez des urétéroscopes flexibles qui sont réutilisables aussi, après avoir été évidemment autoclavés et reconditionnés. Mais l'idée, c'était de se focaliser sur ces urétéroscopes single use. Et donc, qui permettent d'aller observer la vessie, les reins, en passant par l'urètre dans un premier temps et les uretères ensuite. Et vous voyez, il peut y avoir une capacité cet urétéroscope peut être flexible pour pouvoir observer selon différents angles les organes que l'on va aller observer. Et il y a également la capacité potentiellement d'aspirer, vous allez voir. Donc, l'étude se concentrait sur quelles sont les caractéristiques qui doivent être développées pour l'urétéroscope single use de prochaine génération. Et donc, on avait inclus dans cette étude un total de 280 répondants aux US, en Allemagne et en France, avec différentes cibles, des urologues, évidemment, des personnes présentes, donc on appelle le procurement, donc qui vont être impliquées dans la décision d'achat. Donc, ça peut être des pharmaciens, ça peut être des acheteurs. Ça, on essaye évidemment, on les identifie grâce à des questions de screener particulières. Et puis, on avait aussi on va dire des nurses et du infection control, donc qui vont être impliqués dans est-ce que ce dispositif médical peut être utilisé pour tel type d'application. Infection control étant évidemment impliqué de manière importante dans tout ce qui va être reusable et le reconditionnement de produits à utilisation multiple. Donc, vous voyez un petit peu l'échantillon. Tous les répondants étaient impliqués dans la décision d'achat de manière plus ou moins forte. Et on avait 41% de l'échantillon qui était un décisionnaire principal, la plupart du reste étant des décisionnaires secondaires, donc impliqués par exemple dans un comité de sélection. On avait quelques nurses qui n'étaient pas impliquées du tout, mais qu'on avait choisi d'intégrer tout de même parce qu'elles avaient une implication dans l'utilisation de ce type de produit. Des institutions différentes, hein, de l'académique, du non-académique et du privé, pour voir est-ce qu'il y a des différences de comportement ou de perception ou de willingness to pay par rapport à ces single use pour les urétéroscopies.
Et donc, cet utérothéroscope, Boston Scientific, donc c'était pas pour Boston qu'on avait travaillé, mais ça vous donne une bonne idée de quel est le type de produit qu'on développe. On a créé cette analyse conjointe. Et donc, on a développé un framework d'analyse conjointe en se focalisant sur un nombre d'attributs limité. En général, l'analyse conjointe classique, qu'on appelle le CBC, on va aller jusqu'à 6 ou 7 attributs maximum, chaque attribut ayant entre 2 et 5 maximum niveaux différents. Il existe des méthodes conjointes qui permettent d'avoir un nombre d'attributs beaucoup plus élevé, mais c'est plus complexe, mais on est capable de le mettre en place aussi. Mais en général, si on peut se limiter à 6 attributs avec, on va dire, 3 à 4 niveaux par attribut, ça permet d'avoir comment dire, un design de l'analyse conjointe qui est stable et qui permet de vraiment bien étudier quels sont les éléments qui sont les plus importants dans la décision. Et donc, dans le cadre de ce projet, la première caractéristique sur laquelle on avait regardé, c'est la marque. Parce qu'il existe plusieurs acteurs sur ce marché. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont évidemment des solutions réutilisables et qui vont développer dans les années à venir des solutions single use. Donc, on peut penser à Coloplast, Boston Scientific, évidemment, qui a déjà un produit. Dornier et Pucène sont des acteurs qui sont pour l'un plus présents aux États-Unis et pour l'autre plus présents en Europe. Et donc, on avait différencié les marchés européens et américains par rapport à cet environnement compétitif. Et puis Olympus, évidemment, qui est aussi un acteur de l'urétéroscopie. On avait ensuite les capacités d'aspiration. Donc là, on n'est plus simplement dans le diagnostic, mais on est plutôt dans l'intervention, c'est-à-dire je vais essayer d'aller aspirer des cailloux dans le rein. Et donc, soit on n'a pas d'aspiration, c'est uniquement un produit qui permet de faire de l'exploration, ou au contraire, on a une aspiration qui est incluse. Et vous voyez que le diamètre comment dire, de l'urétéroscope a un impact aussi sur est-ce que l'on peut intégrer ou pas la capacité d'aspiration. Donc là, on avait un trade-off. Si vous ne souhaitez pas d'aspiration, vous pouvez avoir un diamètre plus petit, alors que si vous avez l'inspiration incluse, vous aurez un diamètre plus grand pour ça. Et évidemment, il fallait faire attention à ne pas avoir un attribut qui serait je vous donne l'aspiration et en plus de ça, vous avez un diamètre plus petit. Parce qu'en plus techniquement, c'est pas possible de le faire. Donc là, on était sur des attributs collinaires, hein, comment dire, le diamètre et est-ce qu'il est possible ou pas d'avoir l'aspiration. On avait un troisième facteur qu'on a en fait combiné. C'était deux facteurs indépendants que l'on a combinés ensemble pour faire un seul parce que c'était possible de le faire. Donc, est-ce que vous souhaitez avoir comment dire, des éléments de température et de pression? Donc, aucun indicateur. Soit vous avez juste la pression, soit vous avez juste la température, soit vous avez les deux. On aurait pu créer deux attributs. Température, oui, non, et pression, oui, non. Mais d'un point de vue design, ça permettait d'optimiser le nombre d'attributs et de n'avoir qu'un seul attribut, pression et température. Le facteur 4, les capacités de vision. Alors, comme d'habitude, on va dire no increased vision, vous pouvez avoir la 3D et vous pouvez avoir aussi la reconnaissance automatisée de cailloux dans le rein. Et vous pouvez avoir les deux. Voilà. Donc l'idée, c'était encore une fois, on aurait pu faire deux attributs différents, mais dans ces cas-là, avec la pression, température et puis les increased vision capabilities, on arrivait déjà à 4 attributs oui, non. C'était quand même plus simple, plus intelligent de faire un facteur pressure, température et un facteur increased vision capabilities. Connectivité et poids, ça c'est pareil, hein, ce sont deux facteurs qui étaient collinaires, c'est-à-dire que soit vous êtes connecté, là vous voyez hein, ici vous avez une connexion qui permet d'alimenter en électricité l'urétéroscope, soit vous êtes avec une batterie et avec un Bluetooth, mais dans ces cas-là votre produit il va être plus lourd
puisque vous avez le poids de la batterie. Vous ne pouvez pas avoir un urétéroscope plus léger qui soit sans fil. Et puis enfin, les fourchettes de prix entre 600 et 1500 euros pour ces urétéroscopes single use. Nous avons, voilà le type de choix qu'on a ensuite proposé aux répondants. Vous aviez donc 3 solutions, solution 1, solution 2, solution 3, avec des marques différentes, un Coloplast, un Boston, un Olympus, avec des caractéristiques ensuite différentes et évidemment avec des prix différents. Et là, on demande aux répondants quel est le produit que vous préférez. Sélectionnez celui que vous préférez. On ne vous demande pas si vous l'achetez, on vous demande quel est celui que vous préférez. Et dans une deuxième question, là, on va vous demander si vous aviez le budget, est-ce que vous l'achetez ou pas? Ça nous permet de comprendre ce qu'on appelle le non. On le verra un petit peu plus tard dans l'analyse. Mais encore une fois, ça nous permet de comprendre l'adoption potentielle de ce type de produit. On peut préférer la solution 3, mais dire de toute façon, je ne l'achèterai pas, puisque aucune des solutions que vous me présentez finalement ne conviendrait à ma pratique. Et donc, cet exercice de choix, les répondants vont le réaliser plusieurs fois, en général entre 8 et 10 fois. Donc évidemment, le premier écran, ils vont mettre du temps parce qu'ils vont commencer déjà, ils ne sont pas familiers de l'exercice. Ils vont regarder, ah oui, donc j'ai la marque, j'ai les Increased Vision Capabilities. Donc là, je l'ai, là, je l'ai pas, là, j'ai la pression. Et le premier écran est souvent le plus long. Ensuite, lorsqu'ils vont répéter l'exercice, ils vont commencer à savoir. Et au fur et à mesure, ils vont en fait, de manière inconsciente, sélectionner les produits sur la base de 2 ou 3 attributs principaux qui seront en fait les attributs importants pour eux. Et c'est ça qu'on va être capable d'analyser ensuite, de comprendre qu'est-ce qu'ils vont regarder. Est-ce que c'est uniquement le prix? Est-ce que c'est la connectivité? Est-ce que c'est les capteurs de pression et de température? Et ça a un impact ensuite sur le produit qui sera idéal au final. D'accord? Par rapport à cette étude, eh bien, on se rend compte que donc on calcule l'importance de chacun des attributs, que le prix, ici dans cet exemple, j'ai perdu voilà, le prix a une importance d'environ 32 ou 34% en fonction des marchés, et que ensuite vous avez les Increased Vision Capabilities, donc les attributs liés à ces caractéristiques techniques arrivent en deuxième avec 17% d'importance, et vous avez ensuite la marque. Donc la marque a un impact sur le choix d'un urétéroscope et est le troisième facteur le plus important dans ce projet spécifiquement. Et vous voyez par exemple de l'autre côté que la connectivité, le fait qu'il soit sans fil ou avec batterie, finalement n'a que peu d'importance dans le choix. Alors ça ne signifie pas qu'il n'a aucune importance, mais ça signifie que comparé au prix, relativement au prix, le prix aura un poids beaucoup plus déterminant dans le choix d'un urétéroscope si on a différentes solutions que ne le sera la connectivité ou le poids de cet urétéroscope. Donc ça permet déjà de savoir qu'est-ce qui va être important. Ça ne permet pas de savoir, mais dans un environnement compétitif, quel produit va être préféré. Pour faire ça, il faut aller faire des simulations et donc utiliser notamment notre logiciel SimPro, qui est un simulateur de préférence. Et là, on peut faire énormément d'analyses différentes avec SimPro. La première qu'on réalise en général, c'est ce qu'on appelle le one-off analysis. Donc ça, je vais vous la présenter en détail. Et ça permet de comprendre si je modifie une caractéristique de mon produit, en quoi est-ce que ça va impacter la préférence. D'accord? Parce que, encore une fois, on a les importances et on a aussi ce qu'on appelle les utilités de chacun des niveaux. Mais un produit, c'est une combinaison de facteurs, c'est une combinaison de caractéristiques. Et il est important de comprendre quel est l'impact du changement d'une caractéristique au sein de la combinaison
de caractéristiques. Et le one-off analysis permet de faire ça. Et enfin, on va regarder aussi quelle est l'adoption pour un urétéroscope donné par rapport au marché. Et on va tester plusieurs urétéroscopes pour voir lequel sera préféré par le marché. On a fait également des études compétitives, c'est-à-dire on a plusieurs urétéroscopes sur le marché avec différents prix, différentes caractéristiques, différentes marques. Quel est celui qui obtient la plus grande préférence, part de préférence? Je ne vous le présente pas ici, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire, de déterminer, voilà, quel est l'acteur ou l'urétéroscope qui est préféré par un marché. Et si vous souhaitez, si cet urétéroscope finalement c'est pas celui de notre client, comment est-ce qu'on peut, quel est le prix à partir duquel notre client devient celui qui est préféré. Et là, ça permet évidemment d'avoir cette stratégie de prix qui se met en place. Mais regardons d'abord le one-off analysis, où on a créé en premier lieu voilà, le single-use urétéroscope baseline. Donc, c'est le produit de base. Voilà, on a pris les caractéristiques qui avaient les utilités les plus basses à chaque fois. Donc, typiquement, le produit le moins préféré. En l'occurrence, Dornier et Pucène étaient les marques qui drivaient la plus basse préférence, donc ça fait partie de la baseline. Pas d'aspiration, pas de capteur, pas d'increase vision, et puis c'est wire and light. Si vous vous souvenez bien, hein, la connectivité avait une importance faible dans le choix, donc on a décidé de ne pas faire le one-off sur cet attribut, mais de regarder quel est l'impact de la marque, de l'aspiration, des capteurs de pression de température et de increase vision sur les parts de préférence. On a choisi un prix de manière arbitraire parce que dans le one-off, le prix n'a pas d'impact sur l'analyse, d'accord? Donc il n'y a pas on pourrait choisir un autre prix si on le souhaitait, mais l'idée là, c'est vraiment de comprendre pour un même produit, si ça devient un coloplaste, quelle est l'augmentation de part de préférence? Si c'est un Boston, quelle est l'augmentation de part de préférence? Tout le reste étant égal, d'accord? Donc là, ça permet vraiment de comprendre une caractéristique que l'on modifie, quel est l'impact sur la préférence. Et donc, on a fait ça. Je ne vous présente que la marque, là, par exemple. Hein. Donc, on a le baseline avec Dornier Pucène. Si on change en coloplaste, donc le baseline a une adoption de 48% de préférence. Si on passe à coloplaste, on arrive à 50,4. Donc, on a un différentiel aux États-Unis de plus 2,7% pour la marque coloplaste. C'est-à-dire qu'un produit complètement identique, s'il est Pucène ou s'il est coloplaste, n'aura pas la même adoption et coloplaste est préféré. Mais ça reste relativement faible, plus 2%, on est quasiment encore dans la marge d'erreur. Alors que vous voyez, donc en France, on est à plus 1,1, alors qu'aux États-Unis, on arrive à plus 6. Donc, coloplaste versus Pucène en Allemagne, il y a une vraie différence de préférence. Si on fait avec Boston Scientific, on observe aux US un différentiel de plus 6% par rapport à la baseline, hein, c'est pas par rapport à coloplaste. Et Olympus, on est à quasiment plus 5% par rapport à la baseline. Et donc, cette analyse nous permet de comprendre, pour un même produit, on se rend compte qu'aux États-Unis, eh bien, effectivement, Boston Scientific va accroître l'adoption par plus 6,2% par rapport à Dornier. On remarque qu'en France, finalement, la marque a peu d'impact. Donc, les clients français ne sont pas trop regardants sur la marque. Alors qu'en Allemagne, on a quand même une certaine importance de la marque, puisque le Pucène est pas du tout apprécié comparé à Coloplast ou Boston Scientific qui drive un plus 6%, et Olympus en Allemagne qui drive quasiment un plus 9%. Donc là, ça permet de se dire, si on avait
deux produits complètement identiques, un Olympus et un Pucen en Allemagne, eh bien, c'est le Olympus qui gagnerait, tout le reste étant égal. Et donc ça, on l'a fait pour les quatre attributs ici, et ce qui nous permettait de comprendre ensuite quels sont comment dire, les niveaux qui vont permettre de construire le produit qui serait, alors pas parfait, mais le plus préféré par les marchés. Ça, c'était le one-off analysis. La deuxième analyse qu'on a réalisée sur ce marché-là, c'est l'adoption d'un produit avec différentes caractéristiques, mais de manière isolée. Donc là, on est dans un bocal, on n'a rien, ou le produit A, rien ou le produit B, rien ou le produit C, rien ou le produit D, et on regarde les adoptions. Et donc, on avait, pour ce faire, eh bien, fixé la marque à celle de notre client. On avait fixé la connectivité sur le wire and lightweight parce que ça aussi, c'était plus facile d'un point de vue développement produit de faire une connexion comme maintenant que de faire un produit sans fil. Et puis, on a fait varier, je dirais, les trois attributs de capacité d'aspiration, les capteurs de pression et de température et les capacités de vision. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on a des choses un petit peu différentes qui permettent de se dire, est-ce qu'il y a des produits qui sont les produits qu'on envisage de développer, qui vont être préférés dans les pays. Et là, encore une fois, hein, on est de manière isolée, c'est-à-dire que on regarde un produit versus rien d'autre. Quelle est l'adoption de ce produit? Ce n'est pas un scénario compétitif, c'est une analyse de préférence de manière isolée. Et donc là, vous voyez, on est capable également, en faisant varier le prix, parce que c'est ce qu'on avait réalisé dans cette étude-là, d'observer quels sont les produits qui vont être préférés en fonction des pays. Et donc, vous voyez, aux US, par exemple, vous avez ce produit orange ici, qui est préféré de manière systématique. Donc, quel que soit le prix, le produit orange, qui était le USA A, est celui qui va être préféré. Et donc, si on regarde, bah, c'est le produit avec l'aspiration, avec les capteurs de pression et de température, avec les capacités de vision. Donc, c'est quasiment le produit avec tout inclus. Et il va être préféré dans tous les cas, même au prix les plus élevés. Ce qui est intéressant sur ce type d'analyse, c'est qu'on observe également, donc évidemment, plus le prix augmente, plus l'adoption diminue. C'est classique. Mais vous avez des points d'inflexion à certains endroits. Par exemple, ici, vous observez qu'il y a un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une adoption, une décroissance de l'adoption linéaire. On a des différences de vitesse comment dire, de décroissance d'adoption. En France, vous pouvez voir que dans les prix les plus faibles, on est plutôt sur un produit bleu. Ici, on a un point d'inflexion où on a le produit orange qui commence à gagner et ce produit orange continue ensuite d'être le préféré, avec encore une fois ici un point d'inflexion important où on va avoir une décroissance très rapide de l'adoption. Donc ça pourra avoir un impact sur les revenus, c'est-à-dire que potentiellement, au-delà de ce prix de 1200, 1250, 1300, on va avoir comment dire, une chute dans l'adoption des produits. En Allemagne, pareil, on a le produit bleu qui est préféré dans les prix plus bas. Et puis, égalité, je dirais, entre 1000 et 1200. Et ensuite, sur les prix élevés, c'est plutôt le produit A, orange, qui gagne. Le produit E, par exemple, en Allemagne, vous voyez qu'on a qui est vraiment très, très bas par rapport aux autres, alors que en France, par exemple, le produit violet, eh ben, il est quasiment égal au produit rouge. Et donc, cette analyse-là conjointe, ça permet de se dire si, comme vous êtes obligé de faire des choix dans votre développement de R&D, vous pouvez pas développer tout
parce que ça coûte de l'argent. Donc, il faut pouvoir prioriser quelles sont les caractéristiques qu'on va plutôt mettre en avant. Eh bien, ce type d'analyse permet de se dire, peut-être que je vais enlever les capteurs de température, je vais garder le capteur de pression parce que je me rends compte que finalement, le différentiel d'adoption est en faveur peut-être en faveur du capteur de température et de pression, mais de ne pas intégrer le capteur de température va me permettre de gagner beaucoup d'argent sur la R&D et sur la production ensuite. Donc voilà le type d'analyse qu'on est en mesure de faire quand on fait de l'analyse conjointe. Une autre analyse, comme je vous disais, c'est à la place d'avoir des produits qui vont être celui de notre client, c'est d'avoir des produits existants sur le marché, le produit Boston, un produit Olympus, un produit Coloplast, et se dire voilà lequel des trois est préféré. Et en fonction de prix que l'on va fixer, et ensuite on pourra faire varier le prix de l'un des trois produits pour voir à quel moment est-ce que ce produit devient préféré par rapport aux autres. Et ça permet dans ces cas-là effectivement de valider, de déterminer la stratégie de prix. J'en ai terminé avec ma présentation sur l'analyse conjointe. Il y a deux questions dans la boîte. La première question est comment trouvez-vous les spécialistes interviewés et comment faites-vous pour les convaincre de participer à l'étude? Alors, c'est les répondants à nos études sont des professionnels de santé. Je le disais tout à l'heure, hein, ça peut aller du patient jusqu'au directeur des institutions hospitalières, en passant par les radiologues, les chirurgiens, les cardiologues. Comment est-ce qu'on va les trouver, ces gens-là? Il y a plusieurs manières pour le faire, il y en a deux exactement. La première, c'est certaines spécialités médicales sont panélisées. C'est-à-dire qu'il existe des panels dans certains pays où vous avez un groupe de médecins qui acceptent d'être sollicités pour participer à des enquêtes. À The Marketing Group, nous avons un panel de la sorte pour l'imagerie médicale aux États-Unis. Nous avons ainsi un pool de radiologues et de directeurs des directeurs administratifs des départements d'imagerie hospitaliers qui acceptent d'être sollicités par The Marketing Group pour répondre à des études en imagerie médicale. Donc ça, c'est une première manière de trouver les répondants à nos études, c'est d'utiliser les panels. Par contre, ces panels ne sont pas nécessairement tous présents dans tous les pays ou pour toutes les spécialités médicales. Dans ces cas-là, on va passer avec notre réseau de partenaires, avec des recruteurs. Donc, c'est des plateformes typiquement de démarchage téléphonique qui vont prendre l'annuaire, appeler l'hôpital, demander à parler au département de radiologie, et une fois qu'ils y sont, de demander à parler au radiologue et d'expliquer au radiologue, voilà le type d'étude que nous réalisons, est-ce que vous souhaiteriez participer à cette étude? Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt du recrutement téléphonique, qui est en général plus lent, plus cher que le recrutement panel, mais qui permet en général aussi d'aller chercher des spécialités médicales ou des types de répondants qui ne sont pas nécessairement présents dans les panels, car les panels peuvent aussi être potentiellement biaisés dans leur échantillon, c'est-à-dire que si l'on souhaite faire une étude qui va être représentative des radiologues en France, par exemple, sur la radiologie, il existe des panels, mais peut-être ces panels sont-ils beaucoup plus orientés vers les radiologues académiques. Et dans ces cas-là, ça sera difficile d'avoir des radiologues de cliniques privées dans notre étude. Donc, le recrutement téléphonique lui permet de cibler de manière beaucoup plus précise quelles sont les personnes que l'on veut inclure dans notre étude. Mais c'est plus lent, c'est plus compliqué, c'est un travail aussi qui est relativement difficile, mais qu'on arrive à faire. Et qui, du coup, deuxième question, comment faites-vous pour convaincre de participer à l'étude? Alors évidemment, il est important d'avoir une étude qui soit, on va dire, intéressante. Plus le sujet va être pertinent pour le répondant, plus il aura envie d'y répondre.
Si je contacte un radiologue pour lui proposer une étude sur on va dire, le Coca-Cola, et ben peut-être aura-t-il envie de participer à cette étude de manière beaucoup moindre que si c'est une étude qui va discuter du prochain équipement IRM. Donc, le sujet de l'étude va évidemment avoir un impact sur l'envie de participer. Et les participants à nos études sont, de manière systématique, rémunérés. C'est-à-dire qu'ils ont un dédommagement pour le temps qu'ils vont passer avec nous. Alors, ce dédommagement va dépendre du type de répondant et également de la méthodologie qu'on va mettre en place. Donc, un patient diabétique qui va répondre à une enquête en ligne de 10 minutes aura un dédommagement qui sera beaucoup moins élevé qu'un chirurgien thoracique qui va participer à un entretien approfondi qui va durer 45 minutes. Et donc, il y a, en fonction voilà, des types et des méthodes de recherche marketing, des niveaux de dédommagement qui sont proposés aux répondants. Ça dépend des pays aussi. Les États-Unis sont en général beaucoup plus chers en termes de dédommagement des répondants que ne peuvent l'être les pays européens. Même si on observe en ce moment une inflation très importante des demandes de dédommagement. Donc ça, c'est une manière, alors pas simplement de les convaincre de participer, mais aussi de s'assurer que les répondants qui vont participer à notre étude vont le faire en travaillant pour nous. Il y a un contrat moral, en quelque sorte, qui se met en place lorsque le répondant est dédommagé pour le temps qu'il passe avec nous. Et ça l'oblige, de manière inconsciente, à travailler sérieusement. Donc voilà pour la première question sur comment on trouve les spécialistes et comment on les convainc. Donc les panels ou le recrutement téléphonique. Et en fonction du sujet de l'étude et du dédommagement, on aura plus ou moins de facilité à les convaincre de participer. Deuxième question, ou question suivante, pour l'analyse conjointe, tu comprends qu'on mène cette analyse avant que le produit ne soit définitivement développé. Est-ce bien cela? Puisqu'on doit pouvoir encore choisir ce n'est plus utilisable sur un produit fini. Alors, effectivement, il est plus intéressant de faire l'analyse conjointe sur des produits qui sont en développement. Mais rien ne vous empêche de réaliser de l'analyse conjointe sur des produits qui sont déjà commercialisés, tout en incluant potentiellement des attributs ou des caractéristiques que vous pensez développer à l'avenir. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est que de faire une analyse conjointe sur des produits qui existent sur le marché vous permet de potentiellement optimiser votre stratégie de prix. Si vous vous rendez compte que finalement, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs business parce que votre produit ne se vend pas aussi bien que prévu, eh bien, vous pouvez faire une analyse conjointe pour comprendre à quel prix est-ce que je vais être en mesure d'être préféré vis-à-vis de la concurrence ou à quel prix vais-je être en mesure de maximiser mes revenus par rapport à un environnement compétitif existant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire et que l'on réalise pour des sociétés voilà, qui sont arrivées sur le marché et qui finalement font face à des problématiques qu'ils n'avaient pas nécessairement envisagées et qui ont besoin de peut-être modifier leur stratégie de prix. Donc, on peut le faire sur des produits qui sont déjà développés. On aurait tendance, dans ce type d'études, à proposer également, essayons d'inclure des next generation, puisque de toute façon, dans le cadre du cycle de vie d'un produit, on est toujours dans le développement aussi de la génération d'après, de pouvoir avoir ces éléments de next generation, ce qui permet de potentiellement faire l'analyse actuelle, comment est-ce que je peux optimiser ma stratégie de prix pour atteindre mes objectifs commerciaux. Et dans un deuxième type d'analyse, quel est les produits de nouvelle génération que je peux envisager de développer. Donc, il est tout à fait envisageable de faire de l'analyse conjointe sur des produits existants, même si on le fait de manière préférentielle dans le développement du produit. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à cette question. Et enfin, selon vous, à quel moment dans son développement faudrait-il mener ce type d'études? Alors, ce type d'études, idéalement, la recherche marketing doit être faite
tout au long du développement de produit. Puisqu'une stratégie de prix, et vous l'avez compris par rapport aux différentes méthodes que je vous ai proposées, les stratégies de prix ou les méthodologies de recherche marketing pour développer une stratégie de prix sont différentes en fonction du développement de produit. L'analyse conjointe est plutôt dans les phases précoces du développement, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le faire aussi sur des produits qui sont déjà sur le marché. L'analyse Van Westendorp va plutôt se faire dans le développement amont, alors que le cascading et le monadic concept testing sont plutôt dans des phases aval, juste avant la commercialisation du produit. Et l'analyse conjointe, elle va être, j'aurais tendance à dire, après l'analyse Van Westendorp. L'idée étant, on a une idée de produit avec des caractéristiques techniques que l'on peut développer. On peut faire une analyse Van Westendorp pour comprendre quelle est la fourchette de prix raisonnable perçue par les clients qui seront utilisateurs de cette solution. Si ça correspond à ce qu'on envisageait, eh bien, on peut commencer à développer le produit et ensuite envisager une analyse conjointe où là, on va rentrer je dirais, de manière plus détaillée sur quels sont les éléments individuels de mon produit qui vont driver plus de willingness to pay et donc plus de revenus. Et peut-être que il vaut mieux que je fasse mon produit en bleu avec un bouton vert que en jaune avec un bouton bleu. Et ça vous permet de comprendre, voilà, d'orienter le développement de produit. Une fois que ce produit-là est développé, on ira plutôt sur du cascading parce qu'on sait avec l'analyse conjointe quel sera le pricing qu'il faut faire. Hein. On a ces analyses avec Simpro qui permettent de comprendre la préférence en fonction du prix. Et donc, on va choisir un prix et on pourra le tester ensuite, soit avec le cascading, soit avec le test monadique. J'ai terminé, Étienne. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions de mon côté. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore la session. Donc, merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante et je pense que ça peut répondre aux attentes, aux questionnements d'un certain nombre d'adhérents de Medicine. Et du coup, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui viennent au Medicine. Absolument. Et juste pour conclure, si vous êtes la semaine prochaine au Medicine Day, n'hésitez pas à passer nous voir. Nous discuterons également avec un client un adhérent Medicine pour qui on a travaillé, Diabeloop, pour qui on a fait une étude de marché et on la présentera lors d'un short talk. Et dans le cadre de cette étude, on avait utilisé différentes approches pricing que l'on pourra vous expliquer un peu plus en détail avec Diabeloop dans une semaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.